Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, la troisième saison de ces webinaires qui sont co-organisés par Écosystème en partenariat avec le Polyco Conception. Alors, vous avez été très très nombreux aujourd'hui, c'est plus de 320 inscrits à ce nouveau webinaire. Alors, je ne sais pas si c'est le sujet, ce début d'année, hein, puisque je rappelle, on va travailler quelles sont les obligations, en particulier sur la loi AGEC, pour les producteurs d'équipements électriques et électroniques. Donc, un sujet vaste et beaucoup, beaucoup de choses qui vont arriver sur 2023 et 2024. Donc, je me présente, je suis Samuel Maillard, je suis le directeur du Polyco Conception, qui est le centre d'expertise national sur la performance du cycle de vie. Donc, on est une association qui est soutenue par l'ADEME. Et pour rappel, notre partenaire sur ces webinaires, c'est Écosystème. C'est un éco-organisme à but non lucratif, agréé par les pouvoirs publics et qui exerce une mission d'intérêt général. Alors pour rappel, parce qu'on ne va pas y revenir tout à l'heure, écosystème, c'est quoi? C'est coordonne la collecte, la dépollution, le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, des lampes usagées, des déchets équipements électroniques professionnels et ainsi que, petite spécificité, les extincteurs en fin de vie. Alors, un programme très chargé aujourd'hui, puisque on reverra un petit peu les éléments de la loi AGEC, la chronologie, les différents textes importants. On n'aura pas le temps d'aller dans le détail, mais l'idée, c'est d'avoir une vision un petit peu globale de ce qui vous attend ou ce qui est déjà applicable. On le verra tout à l'heure. On fera aussi un focus sur les obligations des producteurs en lien avec les éco-organismes. Donc, on reviendra sur le plan de prévention et d'éco-conception, les indices de recyclabilité, l'éco-modulation, l'infotri, enfin toutes ces choses-là qui vous concernent aujourd'hui. Et puis après, on fera quand même un rappel sur les obligations des éco-organismes, parce qu'il n'y a pas que vous, entreprises, qui avez des obligations. Les éco-organismes et écosystèmes doivent répondre à un certain nombre de choses, et c'est pour ça qu'on vous demande, en tant que metteur sur le marché, différents éléments. Donc, on reviendra rapidement sur l'identifiant unique, et puis j'aimerais avoir une petite discussion autour du fonds réemploi et du fonds de réparation. C'est des choses qu'on a déjà vues un petit peu, mais rapidement, sur les webinaires de la saison dernière. Donc, juste pour information, je vais accueillir, et vous voyez, j'ai une brochette d'experts aujourd'hui. Je suis très, très impressionné. J'espère que je serai à la hauteur. Donc, ce webinaire a été co-organisé avec Lorraine Queneau. Lorraine Queneau, alors qui a un petit peu modifié son statut depuis l'année dernière, hein, puisque je la vois directrice adjointe, mais surtout, c'est notre experte éco-conception. Et on l'attend surtout sur les éléments de conclusion. On va voir. Hein. Salut Lorraine. Bonjour à tous. Voilà. Et puis, un petit nouveau, Google, c'est peut-être pas encore, notre nouvel expert en environnement chez Écosystème, Axel Roy, donc a travaillé avec moi sur justement le filage et l'organisation de ce webinaire. Salut Axel. Bonjour, bonjour à tous. Et alors, vous l'attendiez, il revient, je l'appelle notre Superman du juridique. Et oui, et c'est Fabio. On l'avait vu plusieurs fois l'année dernière et justement, on va revenir dessus. On va lui demander tout un tas d'informations sur la partie juridique. Salut Fabio. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, on a aussi avec nous Sandra Bravard, donc responsable du front office producer, ou producteur, je sais pas, chez Écosystème. Salut Sandra. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. On viendra durant les différents sujets, je crois, ensemble, hein, qu'il faudra qu'on traite. On regardera ça tout à l'heure. Avec nous aussi Chloé Charrier. Donc ça, c'est un peu nouveau. C'est pas des champs qu'on avait beaucoup vus l'année dernière, puisque Chloé, toi, tu es chargée de l'économie sociale et solidaire pour les produits ménagers, si j'ai bien compris. Tu me corriges, c'est bien ça? Bonjour. Exactement. Bonjour. Bon, j'ai pas dit de bêtises. Et aussi, on a avec nous Violaine Delahoche, donc responsable de la communication, producteur, réparateur chez Écosystème. Salut. Bonjour à Ah, je tous. t'entends pas. Vas-y, refais un test micro. Je suis la plus éloignée du micro. Est-ce que tu m'entends bien? Bonjour à tous. Voilà, voilà, super. Alors,
juste pour rappel sur les règles. Comme d'habitude, le webinaire il est enregistré. C'est pas peine de me le redemander. On vous le remettra sur justement la chaîne YouTube de l'écosystème. Et en plus, c'est quelque chose qui a été fortement amélioré parce qu'aujourd'hui, je vous enverrai un lien. Vous allez pouvoir voir toutes les vidéos et les enregistrements des anciens webinaires sur l'éco-conception. Donc, pas d'inquiétude. Vous pouvez poser vos questions il y a un onglet questions. Et puis, alors là, on s'est un peu partagé le boulot. Donc, c'est Lorraine et moi, on va essayer de les préparer pour la fin, parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire. Donc, je pense qu'on traitera vraiment, contrairement à d'habitude, les questions à la fin, de manière les plus générale. Et quand c'est vraiment spécifique, on reprend contact avec vous et on vous répond spécifiquement à vos demandes. Donc, comme je vous disais, on aura un petit temps d'échange à la fin. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va rentrer directement dans le sujet. Je vous parlais de notre Superman. Fabio, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous refaire un point sur ce fameux règlement, cette réglementation française qui est la loi AGEC, voir un petit peu voilà, de quoi on parle, les nouveaux décrets d'application, pas tout ce qu'il y a autour de cette réglementation. Ok. Donc en termes de chronologie, donc la loi AGEC, en fait, c'est 10 février 2020, en fait, que le fruit d'un travail, en fait, de la feuille de route pour l'économie circulaire de 2018. C'est quoi cette feuille de route? C'est une consultation, en fait, qui a eu lieu entre les différentes parties prenantes, donc l'État, les collectivités, les entreprises et les citoyens. Et donc, suite, effectivement, à cette consultation, on a dégagé des axes. Et c'est là qu'est sortie la loi AGEC du 10 février 2020, qui est divisé en 6 chapitres. Le premier chapitre qui est objectif stratégique de gestion et de prévention de la production de déchets. Deuxième chapitre portant sur l'information du consommateur. Un troisième chapitre qui est favoriser le réemploi et la réutilisation, ce qui est assez nouveau en fait, notamment en particulier pour les éco-organismes. Un quatrième chapitre qui nous intéresse plus particulièrement, qui est la responsabilité des producteurs, donc la fameuse REP. Et un cinquième chapitre sur la lutte contre les dépôts sauvages, et classiquement dans toute loi, un peu le chapitre fourre-tout des dispositions diverses. Donc cette loi AGEC, c'est quoi? C'est donc l'anti-gaspillage pour une économie circulaire, c'est ça l'acronyme, et c'est parti du modèle économique linéaire qu'on connaît tous, fabriquer, consommer, jeter, à un modèle plus circulaire, donc qui va traiter, la loi AGEC, qui va traiter différents domaines sur l'économie circulaire, le cycle de vie des produits, l'éco-conception, je crois qu'il y a eu un linéaire particulier sur l'éco-conception, la gestion des déchets et la consommation durable. Et donc, la loi AGEC porte notamment sur une profonde réforme du régime de la responsabilité élargie du producteur, donc la REP, dont l'éco-organisme, son job, c'est d'assumer cette responsabilité pour le compte des producteurs. Donc, c'est plus d'encadrement par les pouvoirs publics, plus de traçabilité. Donc, on doit effectivement, maintenant avec la loi AGEC, que ce soit les producteurs via l'éco-organisme, doivent en fait transmettre beaucoup de données au pouvoir public, plus d'obligations pour les éco-organismes et les producteurs. Donc, ce que j'ai dit, alourdissement des sanctions. On passe en fait la loi AGEC d'une logique de plutôt contravention à maintenant une logique de délit. Donc, d'un point de vue juridique, on passe un seuil, un cran supérieur des sanctions en cas de non-respect des obligations. Et c'est de la prévention aussi, parce qu'avant, on traitait que de la gestion des déchets, et maintenant, on est dans la prévention. C'est le sujet des fonds réparation et des fonds réemploi. Cette loi, puisqu'en France, on est très prolifique sur les lois et les textes, a déjà été complétée par la loi climat et résilience du 22 août 2021, qui porte à nouveau sur les sujets de consommation, d'information consommateur, de publicité, d'information sur le produit. Donc voilà, cette loi AGEC a été complétée déjà par une loi plus récente de 2021. Et qui dit loi, dit aussi beaucoup de décrets d'application. Et là, on parlait de chronologie. Effectivement, il y a eu le Covid quand même, en février 2020, puis après mars 2020, il y a eu le Covid. Et la loi AGEC, elle n'est pas autoporteuse, on dit juridiquement, elle a besoin de décrets d'application. Et ça demande du temps, c'est le gouvernement qui sort ces décrets d'application. Et certains d'entre vous ont pu constater qu'effectivement, il y a des obligations de la loi AGEC qui finalement devaient arriver au 1er janvier 2022 et plutôt arrivent que maintenant, au 1er janvier 2023, parce qu'on attendait les décrets d'application. Donc, on a un décalage d'à peu près, de manière globale, quasiment de 1 an sur beaucoup d'obligations de la loi AGEC. C'est pour ça qu'il y a des obligations qu'on voit maintenant débarquer maintenant, et notamment sur l'éco-conception, qui est plus un sujet traité en 2023 que 2022, contrairement à ce que disaient les textes.
Pour vous y retrouver, puisque donc du coup, c'est une soixantaine de décrets d'application, et je ne compte pas les arrêter en dessous des décrets, qui maintenant sont à peu près tous sortis. Et pour avoir une visibilité, maintenant les pouvoirs publics font les choses bien. Vous pouvez effectivement aller voir ce lien-là. Il y a tous les décrets d'application liés à la loi anti-gaspillage, enfin la loi AGEC. Et puis après, en termes de codification, parce que qui dit décret d'application, bah, c'est l'insertion en fait dans le code de l'environnement de dispositions réglementaires. C'est tous les R concernant la loi AGEC et la REP en particulier. C'est tous les articles du code de l'environnement où c'est les L pour L541 pour les dispositions de la loi et les R541 pour les dispositions issues de ces décrets-là. Donc planification de la prévention et de gestion des déchets. Je vous ai remis effectivement les dispositions du code de l'environnement traitant ce sujet-là, le régime de la REP, la prévention et l'éco-conception et la relation entre les éco-organismes et producteurs. Et il ne faut pas oublier, c'est un texte très important pour nous, c'est notre livre en tant qu'éco-organisme, une fois qu'on a agréé, c'est bien sûr, il y a des obligations aussi beaucoup plus particulières, beaucoup plus détaillées liées à notre filière dans le cahier des charges d'agrément de la filière des 3E qui porte en particulier les objectifs qu'on doit respecter effectivement tant en termes de collecte que de réparation, de réemploi et des obligations particulières liées à la filière. Voilà. Eh ben, c'est pas rien. J'ai juste une question pour ceux qui nous écoutent. J'ai vu remonter des éléments. Est-ce que vous nous entendez bien? N'hésitez pas à nous le remonter soit par le chat, soit par les questions. Parce que moi, j'entends bien tout le monde, mais il semblerait qu'on ait des petits soucis. Je n'ai pas de remontée. Ah, vous êtes nombreux là aujourd'hui, normalement. Ah, hop, alors voilà, ça revient. Parfait, non, tout va bien, le son est bon pour moi, impeccable. Merci, arrêtez-vous, c'est bon. On n'arrivera pas à tout gérer. Voilà. Par contre, faites attention au bruit de feuilles près du, parce que pour le coup, ça fait un petit peu de bruit. Merci pour ces éléments. Alors, juste pour information, si vous savez plus où vous en êtes, etc., je vous ai mis dans le chat un lien vers les documents officiels et surtout sur la page d'écosystème qui donne déjà tout un tas d'informations justement sur la loi AGEC. Je crois qu'il y avait des éléments, enfin, sur la loi AGEC qui vont au-delà des éléments d'application qui sont liés directement à l'éco-organisme. C'est pas l'objet du webinaire, mais je voulais juste les rappeler pour qu'on soit au courant. Les différentes choses qui sont à traiter, c'est l'indice de réparabilité, de durabilité. C'est des éléments sur la communication extérieure, par exemple sur le pourcentage de matières recyclées intégrées, sur la prévention des matériaux précieux, sur la présence de terres rares et sur la présence de substances dangereuses. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi dans la loi AGEC qu'on ne traitera pas directement dans ce webinaire-là, mais n'hésitez pas à venir auprès du pôle éco-conception si vous avez des questions particulières là-dessus. Parce que vous allez le voir, on a beaucoup de choses à voir. Donc Fabio, tu restes avec nous parce que je pense qu'on a toujours des questions après sur la partie juridique. Tu ne te sauves pas. Je voulais rentrer directement un petit peu dans le vif du sujet, justement, on en parlait rapidement, c'est sur les obligations et en particulier ce point qui est l'indice de recyclabilité. Donc si on peut peut-être déjà éclaircir les éléments réglementaires et puis un petit peu où on en est du développement de cet indice. Oui, alors je vais essayer de te répondre sur le sujet de la recyclabilité qu'on va retrouver du coup dans le décret 2022-748 en date du 29 avril 2002, qui ne va pas déjà concerner tous les producteurs, mais qui ne va concerner que les producteurs d'équipements ménagers. Et selon différents seuils, on va dire, concernant le démarrage de l'application de ce décret. Donc, vont être concernés à partir du 1er janvier 2023, on y reviendra juste après, on va dire les producteurs les plus conséquents avec un chiffre d'affaires annuel qui est supérieur à 50 millions d'euros et avec au moins 25 000 unités des produits qui sont mis sur le marché concernés par an. On va avoir une deuxième vague de producteurs qui va être concernée à partir du 1er janvier 2024. Donc, qui vont avoir un chiffre d'affaires supérieur à 20 millions d'euros et un nombre d'unités mises sur le marché de 10 000.
Et puis ensuite, une troisième vague de producteurs au 1er janvier 2025, donc ceux qui vont avoir un chiffre d'affaires annuel supérieur à 10 millions d'euros et qui mettent au moins 10 000 unités de produits concernés par an sur le marché. Comme vous le voyez sur la première date d'application, il y a 3 petites astérisques parce que, comme vous pouvez le retrouver dans la foire aux questions qui est mise à disposition par les pouvoirs publics en date du 29 décembre 2022, eh bien, on a une petite tolérance jusqu'au 1er juillet 2023, nous, en tant qu'éco-organisme, pour fournir la méthodologie de calcul de cette recyclabilité. Parce que oui, nous sommes responsabilisés en tant qu'éco-organisme pour pouvoir fournir la méthode aux producteurs pour qu'ils puissent communiquer sur cette mention de recyclabilité. Donc, on a un petit peu plus de temps pour délivrer la méthode. Et à partir du moment où la méthode sera mise à disposition, les fabricants auront alors, enfin les producteurs disposeront alors de 3 mois supplémentaires pour pouvoir mettre à jour et afficher leur information de recyclabilité dans leur fiche produit. Une petite précision, cette tolérance, elle ne concerne que la recyclabilité et pas forcément les autres informations consommateurs dont tu viens juste de parler, Samuel. Donc voilà, retenez bien ça. Théoriquement, les autres informations environnementales devraient déjà être à disposition. Que vous demande le décret? Eh bien, de positionner pour les équipements concernés, pour les producteurs concernés, les différents produits selon différentes mentions de recyclabilité. Si le produit, en dessous d'un seuil de 50%, il n'y a pas de mention à afficher concernant la recyclabilité, c'est-à-dire que, eh bien, on n'a pas d'informations négatives à afficher sur la recyclabilité des produits. Si notre produit a une information sur la recyclabilité comprise entre 50% et 95%, alors la mention qui devra être affichée sera majoritairement recyclable. Et au-dessus de 95%, la mention qui devra être affichée sera entièrement recyclable. Donc, 3 mentions possibles, sachant que très probablement, dans l'univers des équipements électriques et électroniques, il est assez difficile d'envisager que des équipements soient entièrement recyclables. Donc, on sera plutôt sur une approche plus binaire, à savoir majoritairement recyclable ou pas de mention de recyclabilité spécifique à afficher sur le produit. Ok, ça me semble clair. Juste rapidement, Fabio, on est bien d'accord que ça, c'est pour tous les produits. Là, on parle pour écosystème, mais c'est applicable à tous les produits qui sont sous une REP. Oui, Voilà. tout à fait. Et puis l'autre chose, si on est importateur, metteur sur le marché, voilà, si c'est fabriqué à l'extérieur, c'est applicable aussi. Également, parce que c'est un producteur. Eh ouais, voilà. Je m'en doutais un peu, mais c'est mieux que ce soit toi qui le dises quand même. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Ouais, mais la loi, elle est tellement large et vague des fois que bon, je préfère avoir une transcription par l'expert. Donc, je vous propose de continuer. Axel, est-ce que tu avais d'autres éléments sur cet indice de recyclabilité ou on a fait le tour? Non, on n'a pas fait le tour. On travaille ardemment dessus, évidemment, du côté d'écosystème, pour bien, vous proposer évidemment des solutions pour répondre aux exigences du décret sur la recyclabilité. Donc, comme vous l'avez compris, on est toujours en cours d'élaboration des méthodes de calcul en relation avec les parties prenantes pour pouvoir proposer la meilleure méthode possible sur les différents équipements pour lesquels écosystème est agréé. Donc évidemment les équipements électriques et électroniques, des flux gros électroménagers froids et hors froid, écrans et petits appareils en mélange. Donc sur ça, on travaille en commun avec l'autre éco-organisme de la filière écologique pour pouvoir avoir une même mention de recyclabilité pour un même produit qui pourrait éventuellement être distribué chez un adhérent écosystème et un adhérent écologique. Ça nous paraissait plus pertinent d'avoir une approche orientée filière et donc de travailler avec nos confrères sur ce sujet. Et puis, on travaille également évidemment sur les 2 autres flux de déchets pour lesquels l'écosystème est le seul éco-organisme agréé, donc pour les lampes et pour les petits appareils extincteurs.
Les objectifs de ces méthodes, ça va vraiment être d'assurer la conformité réglementaire en vérifiant le respect des 5 critères qui sont mentionnés par le décret. Donc, on ne va pas aller aujourd'hui dans le détail des 5 critères, mais vous avez les bonnes informations qui vous permettent de vous y référer. Ces méthodes permettront, in fine, de positionner les produits, à savoir s'ils sont majoritairement recyclables ou non. Et puis l'idée, c'est d'avoir une approche qui soit la plus pragmatique, la plus simple possible, incrémentale, et donc qui permette de répondre uniquement aux exigences du décret et essayer de vous simplifier la vie en n'allant pas dans des calculs alambiqués à l'échelle de la référence, puisqu'on se doute que pour vous, en tant que producteur, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'informations à collecter et que donc on essaie de simplifier la vie au maximum. Voilà. Donc on travaille sur ces méthodes qui, comme je vous le rappelle, devront être mises à disposition au plus tard, au 1er juillet 2023. Bon, je pense que quand on aura avancé sur ces éléments-là, on prévoira peut-être un webinaire de présentation de la méthode et pour vous aider et vous accompagner sur des questions spécifiques là-dessus. Mais avant de passer, on va dire plus sur des sujets plus larges, Axel, moi j'avais aussi un point où j'aurais aimé avoir un éclaircissement. On l'avait déjà traité partiellement l'année dernière, qui sont sur les plans de prévention et d'éco-conception. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien de la chaîne YouTube justement d'écosystème où vous pouvez retrouver l'ensemble des webinaires par thématique. Est-ce que tu peux nous faire un petit update là sur le plan de prévention justement et d'éco-conception? Oui, du coup, je vais peut-être commencer par rappeler l'article de loi qui nous dit donc que tout producteur est tenu d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de prévention et d'éco-conception ayant pour objectif de réduire l'usage de ressources non renouvelables, d'accroître l'utilisation de matières recyclées et d'accroître la recyclabilité de ces produits. Et ce plan sera révisé tous les 5 ans. L'article de loi, il n'est pas beaucoup plus long que ça, il tient sur 3-4 lignes de mémoire. Et donc, l'interprétation, on va dire, autour de ces plans de prévention des déchets et d'éco-conception est assez libre. C'est la raison pour laquelle on souhaitait réinsister également sur ce sujet aujourd'hui, même si on a déjà consacré au webinaire sur ces fameux plans de prévention des déchets et d'éco-conception. Mais pour rappel, vous, ce que vous avez à faire en tant que producteur, ça va être de rédiger des plans individuels ou communs à différentes entreprises, à différents types de producteurs. Et ces plans doivent nous être soumis avant le 1er juillet 2023. Ce sont des plans quinquennaux. Donc, théoriquement, ce plan devrait déjà exister depuis 2022. Donc, l'horizon temporel s'étale entre 2022 et 2027, avec pour objectif de mettre en place des actions, de vous fixer des objectifs à atteindre pour prévenir les déchets et éco-concevoir vos produits en lien avec les 3 axes obligatoires mentionnés par la loi, que sont la réduction de l'utilisation de ressources non renouvelables, l'accroissement de l'utilisation de matières recyclées et l'accroissement de la recyclabilité des produits. Nous, on va collecter tous les plans et le but, c'est qu'on en rédige une synthèse. Donc, cette synthèse, on s'est engagé pour pouvoir vous la mettre à disposition à l'automne 2023. Donc, sur le 1er semestre, on récupère vos plans et sur le 2e semestre, on agrège toutes ces données, on adresse bien sûr les problèmes de confidentialité pour qu'on puisse remonter à l'information spécifique pour un producteur. Et puis, on dresse un petit peu l'état des lieux de la filière en ce qui concerne la prévention des déchets et l'éco-conception pour les adhérents écosystèmes. Ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est aussi de vous aider dans la rédaction de ces plans afin de vous faciliter un petit peu le travail. Donc, on en avait déjà parlé, mais elle est toujours à disposition. C'est cette fameuse trame de rédaction des plans de prévention d'éco-conception et des déchets. Donc, cette trame, elle ressemble à ce que vous voyez sur la partie gauche de cette slide. Donc, elle est disponible au format Excel, en français et en anglais, parce qu'on sait que vous interagissez avec
des organisations qui sont internationales. Si vous êtes importateur ou distributeur, peut-être que vous vous approvisionnez également auprès d'organismes internationaux, d'organisations internationales. Et donc, on vous laisse la possibilité, mais ce n'est pas obligatoire, d'utiliser cette trame qui vous permet d'assurer la conformité réglementaire. Et évidemment, on vous laisse la possibilité d'aller plus loin si vous le souhaitez et de vous positionner sur d'autres axes que ceux qui sont mentionnés par la réglementation ici. Vous pouvez mentionner d'autres pistes d'éco-conception, d'autres axes d'éco-conception et de prévention des déchets dans cette même trame. L'utilisation de cette trame n'a rien d'obligatoire, mais elle vous permet de vous poser toutes les bonnes questions pour pouvoir dégager des pistes intéressantes et pertinentes de prévention des déchets et d'éco-conception. La loi ne fixe aucun objectif, qu'il soit quantitatif ou qualitatif. Donc, c'est un petit peu à vous de dresser un petit peu l'état des lieux, de là où vous en êtes d'un point de vue prévention des déchets et éco-conception aujourd'hui, et puis d'essayer de voir où est-ce que vous voulez aller en 2027, quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place pour pouvoir prévenir les déchets et éco-concevoir vos produits. On est en train de vous préparer également un petit tutoriel vidéo qui se voudra didactique pour vous aider à remplir la trame de prévention des déchets, un petit pas à pas, pour vous aider à remplir la trame, à vous approprier l'outil Excel si vous trouvez que c'est un petit peu compliqué. Donc, ce tutoriel vidéo est en cours de réalisation, sera disponible prochainement. Je ne m'avance pas trop sur la date, mais on fera une petite communication dédiée à l'ensemble de nos producteurs lorsque ce petit tuto sera mis à disposition. Et puis, vous pouvez toujours consulter, comme le disait Samuel, le webinaire qu'on a déjà mis à disposition. Donc, vous avez déjà pas mal d'informations que vous pouvez retrouver dans ce webinaire dédié. Et puis, vous pouvez également toujours nous poser toutes vos questions à l'adresse mail que vous verrez en fin de présentation. Et j'en profite pour remercier toutes les entreprises qui nous ont déjà envoyé leur plan de prévention des déchets et d'éco-conception. On en a déjà récupéré pas mal et on compte sur vous pour pouvoir récupérer tous les autres avant le 1er juillet 2023. C'est parfait. Je vous avais dit, c'était un expert. Hein. Vous avez vu, ça file droit. Fais pas le malin parce que j'ai pas fini avec toi. J'avais une question. Parce que tout à l'heure, Fabio, il parlait finalement de la loi AGEC et en fait, d'un effet complémentaire de la loi climat et résilience. Comment tu lis les deux? Je ne suis pas sûr que ça soit clair pour tout le monde. Alors, la loi climat et résilience va venir compléter la loi AGEC sur certains aspects et notamment sur le sujet de la modulation. Comme vous le savez, en tant que consommateur, on paye une éco-participation sur les différents produits qu'on va acheter, notamment pour les équipements électriques et électroniques. Et cette éco-participation peut être modulée selon différents critères d'éco-conception. Donc, il y a déjà eu une première version de l'éco-modulation qui est déjà en place à la fois pour les équipements ménagers, pour les équipements professionnels. Et il y a une mise à jour de cette modulation qui est prévue en 2023 pour une mise en application en 2024. Et typiquement, la loi climat et résilience vient donner des précisions sur comment est-ce qu'on peut venir prendre en compte cette éco-modulation, quels sont les critères qui peuvent être proposés et définis par écosystème. Donc, on a tout un tas d'exemples qu'on vient retrouver dans la loi climat et résilience, qui vient donc compléter la loi AGEC sur le sujet. Donc, typiquement, des critères qui sont proposés par la loi et qui peuvent être pris par écosystème sont notamment l'incorporation de matières recyclées, notamment pour les pièces plastiques qu'on va pouvoir retrouver dans vos produits. Également des notions relatives à l'indice de réparabilité et demain à l'indice de durabilité, qui n'existe pas encore aujourd'hui, mais qui pourra être repris dans une nouvelle mouture de la modulation. Sur la présence de substances dangereuses, on en a déjà largement parlé dans de précédents webinaires, mais
on va avoir notamment la présence de retardateurs de flammes bromées, typiquement, qui peuvent être des perturbateurs du recyclage, et donc qui peuvent également être définis comme un critère de la modulation. D'autres enjeux relatifs à la séparation, au tri, aux perturbateurs du recyclage, on va retrouver notamment des informations sur la séparabilité des polluants qu'il faut absolument extraire lors de la fin de vie des équipements électriques et électroniques. Donc, on pourra avoir des critères relatifs à la séparabilité des piles et des accumulateurs, donc. Et puis des informations sur l'usage unique. Vous savez que la loi AGEC est très portée sur eh bien, les produits à usage unique afin de les proscrire au maximum. On l'a bien vu déjà du côté de nos amis des emballages, mais ça s'applique également aux équipements électriques et électroniques. On va avoir de plus en plus de produits qui peuvent être concernés également par cette définition d'usage unique. Et donc, typiquement, on pourrait avoir des critères de modulation également appliqués sur cet aspect-là. Ce qui va être intéressant également avec cette nouvelle version de la modulation, c'est qu'on va avoir un système de primes et de pénalités. Donc, plus uniquement des bonus, mais on pourrait aussi avoir des malus, afin évidemment de favoriser les produits qui sont les plus vertueux d'un point de vue éco-conception via un système de primes. Et puis d'inciter les fabricants de produits qui sont un petit peu moins vertueux avec des pénalités sur cette modulation. Donc ça, tout reste à définir et à statuer en lien évidemment avec les fédérations et avec les pouvoirs publics en fonction des critères, en fonction des catégories de produits. Évidemment, on ne va pas retrouver tous les critères pour toutes les catégories de produits avec un système de bonus et de malus. Donc, on essaie d'avoir une approche pragmatique et intelligente sur ces sujets pour pouvoir appliquer le bon critère pour qu'il soit pertinent à la bonne catégorie de produits. Et puis, évidemment, on communiquera sur cette évolution de la modulation en temps voulu. Là, c'est un petit peu prématuré puisque les notes techniques ne sont pas tout à fait finalisées et ne sont pas présentées dans leur version finale au pouvoir public. Mais on fera une communication dédiée, peu importe le canal, peut-être via des webinaires éco-conception, peut-être via des webinaires plus orientés par la relation producteur avec Sandra qui est en face de moi. On trouvera le bon canal, mais en tout cas, on vous communiquera de l'information sur la modulation dans les mois à venir lorsqu'on sera prêt à le faire. Donc, c'est typiquement un exemple de comment la loi climat et résilience va pouvoir venir compléter la loi AGEC. Merci pour ce complément, Axel. Et j'aurais bien aimé entendre Sandra sur un point particulier qui est l'infoterie. C'est une évolution, si j'ai bien compris, de l'infoterie. Donc, je rappelle, tu es responsable du front office des producteurs pour écosystème. Et est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'évolution aujourd'hui? Oui, tout à fait. Déjà, merci de me faire intervenir. Hein. C'est une première. J'interviens en tant que responsable adhésion producteur et accompagnement à la mise en conformité AGEC de manière générale. Donc mon service est un peu la porte d'entrée au sein d'écosystèmes et quand il y a des besoins spécifiques, on vous met en relation justement avec l'équipe d'experts, communication juridique ou autre. Alors sans que ça soit en lien direct avec l'éco-conception, on tenait justement à vous partager 2 obligations incontournables et à effet immédiat pour les producteurs. Les producteurs, donc, ce sont les premiers metteurs en marché en France, qu'ils soient fabricants, revendeurs, importateurs ou autres. Alors, cette signalétique, elle est déjà un peu connue des consommateurs puisqu'elle existait déjà sur les emballages en tant que bonne pratique. Mais depuis la loi AGEC, elle est devenue obligatoire et elle s'est étendue à toutes les filières REP. Donc là, je vous présente celle qui est applicable donc, à la filière des 3E, piles et lampes. Donc cette signalétique est composée de plusieurs morceaux, donc un logo, donc là ça peut être la poubelle barrée ou le triman, une description des équipements, donc qui est écrit vert sur blanc, le périmètre géographique, donc la notion de FR, puisque donc c'est valable en France uniquement, même si d'autres pays ont tendance à s'en inspirer. On a des règles de tri. On voit là qu'on a 3 options, donc une reprise au point de livraison,
un dépôt en magasin ou un dépôt en déchetterie, et des informations additionnelles qui renvoient donc vers le guide du tri de l'ADEME, donc le site quefairedemesdéchets.fr, et une autre information additionnelle sur une incitation à la prévention. Donc, vous voyez aussi qu'il y a des déclinaisons, notamment sur les règles de tri. Quand l'équipement est petit, il n'y a pas d'obligation de reprise à la livraison, donc on peut indiquer seulement 2 exécutoires possibles. Pour les ampoules et donc lampes et les piliers accumulateurs, on n'a pas non plus l'obligation de mettre un message de prévention, puisqu'il sera difficile de faire du réemploi ou de la réparation. Concernant le délai de mise en œuvre, donc il est déjà presque passé de bien entamé, puisqu'il s'agissait du 15 décembre 2022, avec un délai d'écoulement des stocks de 6 mois. Donc, pour vous aider à la mise en place de cette signalétique, donc on a coédité donc avec des autres éco-organismes sur les filières que j'ai citées, un guide infotri qu'on a publié l'année dernière, qui est public donc sur notre site internet. Et l'objet du guide, c'est de vous partager donc nos recommandations, les grandes règles d'application, que je vais présenter sur la slide suivante, mais surtout tous les critères graphiques, que ce soit sur la taille, les contrastes de couleurs, etc. Donc voilà, le chemin pour y accéder est disponible en fin de diapo. Juste pour information, j'ai mis le lien pour le kit, parce qu'on a des questions justement, est-ce qu'il faut l'encadrer, pas l'encadrer, vous avez tout dans le kit en fait, il faut l'utiliser. Voilà. Hein, donc il est mis dans le chat, c'est plus simple, vous pouvez le récupérer. Très bien. Et on a aussi les fichiers haute définition à destination des graphistes. Voilà. Donc, après, il faut avoir les logiciels spécifiques pour les ouvrir, mais en tout cas, le kit est vraiment complet. Vous avez voilà, toutes les variantes de couleurs qui peuvent être utilisées. Alors justement, les 7 points clés ou les 7 bonnes règles d'application, quelles sont-elles? Alors la première, donc dans la composition, on a vu qu'on pouvait mettre le triman ou la poubelle barrée. Donc les deux sont vraiment interchangeables. Quand on met la poubelle barrée à ce niveau-là, par contre, il ne faut pas l'enlever par ailleurs. Elle ne se substitue pas en fait à l'obligation d'apposition de la directive européenne liée aux produits. Voilà, donc on reviendra dessus. Deuxième point, cette information s'applique aux produits à destination des particuliers. Donc, ça ne va pas concerner donc, les équipements professionnels. Ensuite, on a une liberté, en fait, une flexibilité sur le support d'apposition. Donc, ça peut être soit le produit, l'emballage ou tout autre document d'accompagnement, que ce soit une notice ou autre, un document, un papier, support papier qui est fourni avec le produit. Ensuite, quand dans un emballage, on a un kit, c'est-à-dire un produit principal avec des accessoires, il faudra donc préciser l'équipement principal et ses accessoires de manière plus ou moins précise. Et c'est pour ça qu'on fournit dans le guide des variantes de texte pour vous aider. Ça peut être cet appareil se recycle ou ce téléviseur se recycle, ou alors cet appareil et ses accessoires, cet appareil et ses coordonnées. Donc voilà, vous avez pas mal d'options qui sont possibles. Ensuite, on voit donc le symbole européen poubelle barrée peut être utilisé à la place du triman, c'est ce que j'ai dit, mais ne se substitue pas donc à la réglementation produit. Voilà, et donc il y a le fait aussi qu'on peut grouper donc cette infoterie, comme je l'ai vu tout à l'heure, entre les équipements électriques, puis les batteries et lampes. Ça fait quand même pas mal de choses. Juste une question pour être sûr, l'infoterie, c'est uniquement pour les produits non professionnels, je veux dire B2C, on est bien d'accord? Oui, puisqu'en fait, les règles de tri ne seront pas les mêmes pour les équipements professionnels. Donc l'IDU, l'identifiant unique, voilà, si tu peux revenir dessus, je vais juste représenter succinctement en disant que c'était obligatoire. Et que ça permettait de vérifier que l'entreprise était correcte au niveau de la réglementation. Mais tu peux peut-être nous expliquer comment il est construit, cet identifiant, où le créer, etc. Ok, donc effectivement, c'est un levier phénoménal de mise en conformité des producteurs. Et quand on parle de conformité des producteurs, c'est lié donc à cette obligation de pouvoir contribuer à la gestion la fin de vie des équipements qu'ils ont mis sur le marché. Donc, ce qui veut dire financer via l'éco-participation la fin de vie des équipements, entre autres, parce qu'il y a aussi les fonds réemploi et réparation.
Donc, c'est vraiment un outil de contrôle aussi pour les pouvoirs publics. Donc, la manière dont il est formé, il démarre en fait par l'identifiant SIDEREP qui avait déjà des entreprises qui étaient inscrites via les organismes au registre de l'ADEME, le registre SIDEREP, système d'enregistrement des filières REP. Ensuite, on a un underscore. On a ensuite un code filière REP. Parce que comme il y a un IDU par filière, il est unique mais par filière, le 0,5 représente la filière D3E. Et les 4 derniers chiffres sont en fait une combinaison alpha numérique aléatoire. Donc, comme je le disais, donc, il y a un IDU par filière REP. Écosystème est agréé sur 2 filières, donc la filière D3E et sur une petite partie de la filière DDS en ce qui concerne les petits appareils à fonction extinctrice. Donc, nos adhérents, certains ont reçu 2 IDU. Cet IDU est à faire figurer donc, dans les conditions générales de vente ou tout autre document contractuel. Donc, et il sera demandé potentiellement par les clients, mais surtout par les marketplaces. C'est là où en fait, le législateur a voulu en fait, aider à la mise en conformité des vendeurs tiers et en grande partie situés à l'étranger. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un effet boule de neige auprès des personnes qui sont des grossistes revendeurs ou vendeurs sur marketplace, puisque les marketplaces doivent donc suppléer aux vendeurs tiers non conformes. Et c'est pour ça qu'elles s'assurent que ces vendeurs lui fournissent un IDU pour ne pas avoir à faire des déclarations donc, à sa place. Dans ce cadre-là, l'IDU qui est demandé donc, à tout vendeur est celui finalement du premier fournisseur, c'est-à-dire celui du producteur du produit en question. Donc, il peut y avoir plusieurs IDU dans un catalogue produit. Alors, ce que je comprends, c'est que c'est un vrai outil de traçabilité et de transparence, justement, pour on va dire les consommateurs, pour pouvoir vérifier que tout se passe bien. C'est comme ça que je comprends. C'est plutôt utilisé dans le B2B, mais un consommateur aura cette information dans les conditions générales de vente. Et la liste des entreprises de conformité est publique auprès du registre SIDEREP de l'ADEME. Donc, la liste des entreprises qui disposent d'un IDU est publique. Par contre, la liste des IDU n'est pas publique. C'est vraiment le fournisseur voilà, qui doit être en capacité de vous le fournir. Et dans la base, en IDU, on peut savoir si l'entreprise existe, quel est le titulaire. Et donc, l'IDU, c'est pour une entreprise, pour un producteur. Ce n'est pas par produit, parce qu'on nous pose la question. Écoute, ça me semble très clair. Je vous propose d'avancer. Oui. Qui le fournit, donc c'est l'ADEME qui le génère. Par contre, c'est l'éco-organisme qui en fait la demande auprès de l'ADEME. Puisque pour un producteur, il y a 2 manières de se mettre en conformité. C'est soit choisir le système collectif, qui est l'adhésion à l'éco-organisme, ou être en système individuel agréé. Aujourd'hui, les systèmes individuels agréés se comptent sur les doigts de la main. En tout cas, voilà, c'est l'éco-organisme qui en fait la demande. Le producteur n'a rien à faire, si ce n'est le reprendre et l'indiquer dans ses conditions générales de vente. Très bien. Ça me semble très clair. Donc, je vous propose qu'on continue et qu'on traite plutôt des obligations des éco-organismes, que ce soit le fonds de remploi, fonds de réparation et tout ça. J'aimerais avoir plus d'informations. Donc, Chloé Charrier, tu es chargée de l'économie sociale et solidaire des ménagers chez Écosystème. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est que ce fonds réemploi et quels sont ses objectifs parce que c'est quelque chose qui est nouveau, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Du coup, on a lancé le fonds réemploi via la loi AGEC en octobre dernier. Et on a déjà une convention nationale historique avec Envie et Emmaüs depuis un peu plus de 12 ans. Donc, par rapport à ce schéma-là, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs circuits. Et donc, à droite, il y a tous les dons Emmaüs, donc presque 20 000 tonnes qui ont été dirigées vers Emmaüs, puis réemployées environ 5 000 tonnes, qui représentent plus de 500 000 appareils. Et de l'autre côté, on a les structures en vie qui récupèrent du gisement via les distributeurs qu'on leur met à disposition et qui ensuite réutilisent environ 4 000 tonnes par an.
Donc, on estime à environ 7 millions d'euros par an cette enveloppe pour financer le réemploi à travers ces 2 acteurs historiques et à environ 3 800 personnes qui sont employées au niveau du réemploi, dont 22% en insertion. Et donc, on a le fonds réemploi qui a débuté en octobre, donc sur la slide suivante. On a lancé 17 nouveaux partenariats avec donc 17 nouveaux sites pour pouvoir atteindre donc notre objectif de 2% de réemploi sur les mises en marché sur l'année N-1 en 2027. Aujourd'hui, on est à peu près à 0,5%. Donc, la marche est un petit peu haute, mais on va y arriver et on va commencer à suivre de près tous ces indicateurs-là avec le fonds réemploi à partir donc de cette année. Donc, notre objectif est d'optimiser le surtri des appareils que les distributeurs mettent à disposition, mais aussi que les collectivités mettent à disposition à travers les nouvelles zones de réemploi, par exemple, mises en place aussi dans le cadre des nouvelles conventions collectivités. Et on a également la convention 5.4 qui nous permet de mettre en relation des metteurs en marché d'EEE usagés, donc qui ne sont pas encore des déchets, avec des reconditionneurs et des acteurs du réemploi, donc des acteurs de l'ESS. Et donc, on est en cours de mise en place de ces conventions-là pour qu'ils puissent rentrer en relation. Et donc, le fonds réemploi, il repose sur 4 principes clés. C'est tout d'abord qui sont les bénéficiaires, ce sont les ESS qui vont faire du réemploi sur ces appareils qu'on leur mettra à disposition. Et à travers cette mise à disposition, on va participer à leur montée en compétences via la traçabilité, les formations associées, la sécurité, etc. Au niveau du soutien financier, on soutient chaque appareil réemployé vendu que chaque structure ESS va nous déclarer mensuellement. Donc, on a un barème associé et on soutient également à la tonne des appareils qui n'ont pas été réemployés et donc qu'on récupère pour les envoyer vers la filière de recyclage via nos prestataires marchés. Au niveau des types d'EEE concernés, aujourd'hui, on est principalement sur les produits ménagers et il y a toute une réflexion actuellement sur tout ce qui est professionnel. Donc, qui va à peu près suivre le même chemin que le ménager avec quelques disparités. Et donc, on a les acteurs historiques Emmaüs et Envie qui ne sont pas impactés par ces nouvelles dispositions puisqu'ils ont leur propre barème, mais ça reste à peu près le même modèle de soutien financier. Aujourd'hui, on doit mettre dans ce fonds réemploi, mettre à contribution 5% des éco-participations qu'Écosystème collecte. Et on estime à peu près une enveloppe de 12 millions d'euros par an le fonds réemploi sur tout ce qui est ménager. Voilà, c'est assez suffisant, c'est rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce que je comprends, finalement, c'est une manière de subventionner un peu la filière pour qu'elle soit, on va dire, qu'elle se lance. J'ai entendu 0,5% de réemploi. Donc, c'est un petit peu un accélérateur. Hein. C'est comme ça que je... Exactement. Ouais. On va essayer de capter le maximum de gisements pour employer le maximum de déchets et notamment aussi via les producteurs, les distributeurs, tous les leviers sont bons. Super. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. C'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout et je pense qu'on y reviendra. Alors, on va venir justement à un autre fonds qui est le fonds de réparation. Mais avant ça, parce que je sais que vous risquez de zapper, d'aller dans vos réunions, je vous ai envoyé quelque chose, un Google Form Office voilà, qu'Axel nous a préparé. Je veux vraiment que vous rentriez dedans et que vous répondiez aux questions parce qu'on a besoin pour préparer l'année 2023 de vos retours pour qu'on organise les meilleurs webinaires, les plus adaptés, les plus contextualisés à vos besoins. Donc, je vous invite vraiment à remplir ce petit document pendant qu'on va discuter du fonds de réparation. Et je crois que notre experte là-dessus, c'est Violaine. Donc, Violaine, merci d'être avec nous. Tu es une habituée des webinaires. Ce n'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. Donc, je rappelle, tu es responsable de la communication producteur et réparateur chez Écosystème. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce fonds et comment on peut en profiter surtout? Avec plaisir. Donc, juste pour information, nous avons aussi en interne un expert métier réparation
du nom de Jean-Marc Hubert, qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui, mais qui pourra bien entendu répondre à des questions plus techniques, mais j'ai le plaisir de vous présenter les grandes lignes aujourd'hui. Donc effectivement, la réparation, c'est un nouveau périmètre pour les éco-organismes, un nouveau périmètre qui a été impulsé par la loi AGEC, effectivement, et donc qui apporte de nouvelles obligations pour les éco-organismes. Alors concrètement, que dit la loi AGEC? L'objectif, c'est de réduire le coût de la réparation pour les consommateurs. Et donc l'idée, c'est de faire créer des fonds de réparation qui sont financés par certaines filières pollueurs-payeurs. Donc pour le moment, il y a 6 filières REP qui sont concernées par les fonds de réparation et la filière des équipements électriques et électroniques est concernée dès l'année 2022. Donc concrètement, nous, chez Écosystème, en tant qu'éco-organisme, quelles sont nos obligations faites par cette loi AGEC? La première, c'est la création d'un fonds de réparation qui va fonctionner sur le même principe, sur la même mécanique que le versement de l'éco-participation pour le recyclage. Donc le fonds de réparation va être alimenté par les producteurs d'équipements électriques et électroniques. Et en ce qui concerne la filière REP D3E, il y aura au final donc 2 fonds de réparation, puisqu'il y en a un qui sera alimenté par les adhérents d'écosystèmes et donc géré par l'éco-organisme écosystème, et un autre fonds de réparation qui sera alimenté par les adhérents d'écologique. Mais l'idée, c'est que ces 2 fonds de réparation, donc au titre de la filière REP D3E, financent la mise en place d'un seul et même dispositif d'incitation financière à la réparation hors garantie. Donc c'est un dispositif qui va permettre de réduire le prix de la réparation. Et l'idée derrière tout ça, c'est d'encourager les consommateurs à réparer plutôt qu'à acheter un produit neuf, et donc à prolonger la durée d'usage. Et donc, comme je le disais, c'est un dispositif commun à nos 2 éco-organismes. Je ne sais pas si on peut changer les slides. Merci beaucoup. Tu avais peut-être une question, Samuel, avant que je passe à la suite? Non, vas-y, je te laisse, vu qu'on est un peu à la bourre, on va aller jusqu'au bout et on prendra les questions à la fin. D'accord, je file. Donc effectivement, le dispositif d'incitation, il repose, donc, comme je disais, sur une ambition forte qui va être de créer le réflexe réparation hors garantie, ça j'insiste bien sur le hors garantie chez les Français, pour favoriser l'allongement de la durée de vie des appareils. Donc le soutien financier, il prend la forme d'un bonus réparation qui est déduit de la facture du client. Je vais vous expliquer, slide suivante, quel est le dispositif plus précis. Et donc actuellement, nous sommes à 10 millions de réparations par an, et on vise d'avoir plus de 2 millions de réparations supplémentaires chaque année d'ici 2027. Et donc, c'est un dispositif aux bénéfices multiples, puisqu'il va permettre d'insuffler du pouvoir d'achat aux Français, d'orienter vers des modes de consommation plus responsables et, de manière indirecte, de préserver des ressources naturelles. Donc, pour ce dispositif, on a un cadre bien défini, puisque le dispositif ne concerne pour le moment que les équipements électriques et électroniques détenus par les ménages. Les appareils, pour bénéficier du dispositif, doivent être hors garantie constructeur ou commerciale, et la réparation doit être prise en charge par des réparateurs professionnels. Et donc, ce qui est bon à savoir aussi, c'est que le dispositif s'applique en France, DROM-COM compris. Pour financer l'ensemble, il y a un budget qui est contraint de 410 millions d'euros pour 6 ans. Et donc, cette enveloppe du fonds réparation, elle a été fixée en amont par les pouvoirs publics dans l'arrêté portant le cahier des charges de la filière REP D3E. Voilà. Et donc, ce qui est bon à savoir aussi, et je vais le détailler slide suivante, mais je vais faire vite du coup sur celle-là, c'est que le dispositif s'appuie sur un réseau de professionnels labellisés. Donc, avec Écologique, à nos 2 éco-organismes, nous avons créé un label qui va permettre de qualifier des réparateurs. Pour information, le référentiel de labellisation, qui liste les différents critères, a été défini avec un organisme certificateur, Bureau Veritas, et ce sont 3 organismes certificateurs qui vont mener les audits et délivrer les labellisations. Donc, il s'agit de Bureau Veritas, SGS et AFNOR. Donc, nous, en tant qu'éco-organisme, nous ne délivrons pas les labellisations. En revanche, nous gérons le fonds de réparation et l'ensemble du dispositif. Pour information, à date, on se rapproche des 1000 sites labellisés en France. Et d'autres sites sont en cours de labellisation. Si vous souhaitez les retrouver, vous pouvez consulter l'annuaire sur notre site écosystème.eco. Et l'information qui peut vous concerner aussi à titre peut-être plus personnel, c'est qu'en tant que producteur, si vous avez une activité SAV de réparation d'équipements électriques et électroniques ménagers et que cette activité concerne la réparation d'appareils hors garantie,
vous pouvez être éligible au dispositif. Donc, n'hésitez pas à consulter également notre site internet pour en savoir plus sur les critères d'éligibilité. Et à titre d'exemple, il y a déjà les enseignes Boulanger et Leclerc qui sont labellisées et qui ont rejoint le réseau. Alors concrètement, le bonus réparation, comment ça marche? Comme je vous disais, on a une incitation financière donc, qui prend la forme d'un montant forfaitaire entre 10 à 45 euros, donc qui varie selon les typologies d'appareils, mais qui reste identique pour chaque appareil, quel que soit le type de réparation. Donc par exemple, vous avez 10 euros pour un grille-pain, 15 euros pour un aspirateur, 25 euros pour un lave-linge, 30 euros pour un téléviseur et 45 euros pour un ordinateur portable. Pour le moment, il y a une cinquantaine de produits qui sont concernés depuis l'année 2022 et le périmètre va s'élargir année après année. Voilà, l'idée, c'était vraiment de lancer un dispositif de manière progressive, en commençant par les produits les plus réparables et dont la panne peut être vraiment bloquante au quotidien des Français. Et puis, peu à peu, on va agrémenter la liste. Et vous pouvez également retrouver la liste complète sur notre site. Alors, en termes de mécanique, si jamais vous décidez de vous faire labelliser ou si en tant que consommateur, vous souhaitez faire réparer un appareil, sachez que la seule démarche à faire pour le consommateur, c'est de trouver le réparateur labellisé Camille Répare le plus proche de chez soi en consultant l'annuaire des réparateurs labellisés. Ensuite, en fonction du prix de la réparation, le montant du bonus réparation va être déduit directement de la facture. Donc, le consommateur a un bénéfice immédiat, on va dire, de cette réduction-là. Et ensuite, c'est le réparateur qui se fait rembourser par l'éco-organisme qui a les adhérents de la marque du produit chez lui, on va dire. Et donc, c'est effectivement au réparateur de faire les démarches pour récupérer le montant du bonus réparation qu'il a avancé. Et là, les remboursements seront à demander soit chez Écosystème, donc le premier fonds de réparation dont j'ai parlé tout à l'heure, soit chez Écologique, l'autre fonds de réparation. Et cela dépendra de la marque du produit, puisque en fonction des marques, les adhérents se trouvent soit chez l'un, soit chez l'autre. Voilà, j'ai fait vite pour aujourd'hui, mais sachez que vous pourrez retrouver les informations complètes sur notre site écosystème.eco et vous avez accès à une adresse email à laquelle vous pourrez poser vos questions à notre équipe experte en sujet réparation. Et j'ai mis le lien aussi pour que vous puissiez directement l'utiliser. Merci pour toutes ces précisions. Alors, j'aimerais on va peut-être arriver un petit peu à la conclusion. La question que moi je me pose, c'est en fait écosystème, comment vous pouvez intervenir et accompagner Lorraine, parce que on a vu que vous êtes de nombreux experts, il y a tout un tas d'outils, de méthodes. Comment ça se passe? Alors concrètement, donc vous l'avez vu, puis ça fera une bonne synthèse rapide de ce webinaire. Vous l'avez vu, il y a vraiment différentes obligations dans cette loi AGEC, des obligations qui n'ont aucun lien du tout avec les éco-organismes, donc sur lesquels on n'intervient pas, des obligations qui portent plutôt sur les producteurs, par exemple l'affichage d'une mention de recyclabilité, et dans lesquelles les éco-organismes sont missionnés comme devant fournir la méthodologie ou devant fournir des éléments qui vous permettent de vous mettre en conformité, et d'autres obligations sur lesquelles les éco-organismes sont en complet développement, par exemple sur la partie fonds réemploi, fonds réparation, où c'est vraiment une grosse structuration. Et donc, du point de vue des éco-organismes, ces fonds réemploi réparation viennent vraiment étendre les activités. On était initialement très focalisé sur la fin de vie des équipements. Maintenant, on arrive sur la fin de vie et la deuxième vie des équipements avec ces fonds. Donc, ça change aussi notre périmètre d'activité et finalement une partie de notre métier. Voilà, donc la réponse va être différente suivant l'obligation qu'on regarde issue de la loi AGEC. Pour faire très rapide. Ouais, et au niveau des outils, parce que je me souviens, on avait fait quelques présentations d'outils comme Recyclable, etc. Qu'est-ce qui est disponible? Et alors, voilà, ce qui est intéressant de ne pas oublier, c'est que suivant les thématiques, il y a des choses sur lesquelles on peut avoir des éléments de réponse ou des choses pour vous accompagner, par exemple sur les enjeux autour de la matière recyclée, même si concrètement, si on regarde le décret et l'information que doivent fournir les producteurs sur la présence de matière recyclée dans leurs produits, concrètement, les éco-organismes ne sont pas missionnés. Par contre, de par les outils qu'on a pu développer par ailleurs pour l'accompagnement à l'éco-conception, vous pouvez trouver des réponses à certaines de vos questions. Par exemple, si vous vous interrogez sur comment intégrer de la matière recyclée, en particulier des plastiques recyclés dans vos produits. Donc, ce que vous voyez là à l'écran, c'est un petit rappel des outils ou supports qui sont à votre disposition.
Certains sont en libre accès, d'autres sont réservés à nos adhérents. Mais donc, vous voyez bien sûr les webinaires comme aujourd'hui et vous pouvez regarder, revisionner, vous replonger dans les 2 précédentes saisons. Donc, vous avez plus de 12 heures de webinaires un peu techniques sur les sujets qui vous concernent autour de l'éco-conception en vue de la fin de vie ou de la deuxième vie de votre produit. Sachez aussi qu'on fait un petit flash info environnement, plus pour partager un peu les actus environnement autour de notre filière. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous envoyer et que vous n'êtes pas déjà dans la liste de diffusion, vous pouvez nous envoyer un mail à ecoconception@ecosystem.eco pour être ajouté dans cette liste. Vous avez aussi tout ce qui est disponible sur notre site internet et puis Samuel a partagé les liens au fur et à mesure avec des fiches de bonnes pratiques, différents outils. Et bien sûr, si vous avez des questions plus spécifiques, vous pouvez toujours nous contacter sur la même adresse ecoconception@ecosystem.eco. Et puis, pour refaire un petit signalement après Samuel qui vous a déjà mis le lien vers notre petit sondage sur la précédente, là vraiment plus sur la précédente saison de webinaire. L'objectif de ces webinaires, c'est vraiment que ça vous serve, que ça réponde à vos questions techniques que vous pouvez vous poser. Donc, on est très attentif à vos retours sur la précédente saison et aussi aux sujets que vous souhaiteriez voir abordés dans cette nouvelle saison. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires là dans le petit sondage. C'est vraiment 4 questions, donc ça vous prend 3 minutes. Mais nous, ça nous aidera aussi à construire cette nouvelle saison. Merci. Et vous ne vous sauvez pas, parce que moi, je n'ai pas fini avec vous. Hein. J'ai quelques points quand même auxquels on n'a pas répondu, puisqu'il y a eu pas mal de questions. Alors je pense que c'est pour Fabio et Axel dans un premier temps. J'avais des points sur la recyclabilité. Déjà, est-ce que, d'un point de vue général, est-ce que la loi AGEC, c'est un truc franco-français ou c'est dérivé d'une loi européenne? Et est-ce que les modes de calcul sont, on va dire, harmonisés au niveau européen ou uniquement au niveau français? Et puis, tant qu'on est sur la partie un peu recyclabilité, qu'est-ce qui se passe sur les piles et les accus? Je vous la fais à la grosse pelletée. Hein. Je peux répondre aux deux, je pense. La loi AGEC est une loi franco-française. Donc, pour l'instant, elle n'a aucune application au niveau européen. Pour autant, il y a tout un tas de discussions qui ont lieu au niveau de l'Europe. On a des mises à jour de directives qui peuvent devenir des règlements ou d'autres directives, typiquement la directive éco-design ou d'autres textes relatifs à la material efficiency qui peuvent reprendre des sujets relatifs à la recyclabilité notamment. Donc pour l'instant, une application française, mais qui inspire, on va dire, au niveau européen et qui pourrait découler vers d'autres obligations au niveau européen dans un futur plus ou moins proche. Donc Fabio, arrête-moi si je... Non, c'est ça. Il faut juste, tu parlais effectivement de la directive éco-design qui est en cours de consultation en ce moment au niveau des instances européennes. Donc ça bouge effectivement sur ces questions-là. Comme a dit Axel, souvent la France est un peu en avance. Donc s'en inspire, mais pas que, des fois aussi l'Europe aussi, pas des fois, souvent aussi sa propre idée. Donc s'en inspire, mais voilà, ça peut encore évoluer effectivement de par les consultations, les textes européens à venir. Donc quand je dis à venir, c'est dans les 2 prochaines années. Et sur le sujet des piles et accumulateurs, donc de manière pratico-pratique, dans le calcul de la recyclabilité, enfin de la mention de recyclabilité, la présence de la pile ou de l'accumulateur n'est pas à considérer. Donc nous, la recyclabilité la mention de recyclabilité est calculée hors pile et accumulateur et hors emballage. Sachant que concernant les informations sur la mention de recyclabilité des piles et accumulateurs, vous pouvez vous tourner vers l'éco-organisme auquel vous adhérez, typiquement Corepil ou Screlec, pour avoir les informations afférentes à la recyclabilité des piles et accumulateurs. Mais nous, on considère que c'est hors champ pour notre périmètre. D'accord, tranquille. Hein, comme ça, vous renvoyez chez les autres. On a bien compris. On note. Sandra, blague à part, peut-être quelques éléments sur l'infoterie. Il y a, est-ce qu'on met bien un triman par infoterie? C'est la question.
ou seul un triman pour toutes les infoteries? Enfin, est-ce qu'il y a une obligation sur chacun des produits et de l'infoterie de mettre le triman? Chaque signalétique infoterie est indépendante. C'est-à-dire que sur l'emballage, le papier, on aura une autre signalétique infoterie qui aura aussi sa composition complète. Donc, on ne va pas utiliser un triman sur différentes infoteries. D'accord. D'ailleurs, les supports d'apposition ne sont pas les mêmes. Donc, comme je vous expliquais sur les D3E, on a une flexibilité sur les supports. Si je prends l'emballage, le support même de la REP est l'emballage. Alors que nous, ça peut être le produit, l'emballage ou un autre support. Donc, il y a vraiment une distinction à faire entre chaque signalétique qui est propre à chaque filière REP. Ok. Et justement, il y a un point complémentaire sur un peu les exigences qu'on peut avoir. Au-delà de l'étiquetage ou de l'information sur le produit, est-ce qu'il existe une obligation pour le distributeur, qui n'est pas forcément le metteur en marché, enfin le producteur, d'informer le client qu'il peut bénéficier d'une reprise à livraison? Oui, c'est l'obligation générale des distributeurs, la reprise 1 pour 1, un produit neuf acheté, un produit donc usagé qui peut être repris, et sous condition aussi de surface de vente dédiée aux équipements électriques et électroniques, il y a même la reprise 1 pour 0. Donc dans ce cadre-là, nécessairement, pour qu'elle puisse être utilisée, cette reprise 1 pour 1, le distributeur doit en informer le consommateur. Après, les modalités de communication de cette obligation sont très variées. Il faut que ça soit forcément visible, accessible du consommateur au moment de l'acte d'achat. Donc, il y a différents supports possibles, que ce soit d'ailleurs même les meubles verts écosystèmes, on fait ceci de communication avec les consignes de tri. Je crois que je t'ai encore perdu. Sandra? Oui, est-ce que ça marche? C'est bon, je pense que c'était la fin en fait. Alors, je vais finir par une dernière question. C'est plutôt sur la problématique de modulation. La loi climat et résilience, dedans, il y a l'idée de l'incorporation de matières recyclées. Est-ce qu'il y a une définition, une caractérisation de ce qu'est une matière recyclée d'un point de vue réglementaire? Je ne parle pas de normatif. Est-ce que dans la réglementation, on définit bien ce qu'on entend par une matière recyclée? Je ne sais pas si c'est Axel ou Fabio qui... Alors, je sais que c'est tournoi destination, mais vous n'avez pas me botter ça en touche quand même. Donc c'est la définition, qu'est-ce qu'une matière recyclée, c'est ça? Ouais, est-ce qu'elle est définie dans les textes réglementaires, dans les différents que tu as pu analyser, ou est-ce que c'est à la perception? Je ne saurais te dire, je suis en train de voir, en tout cas, je vois bien l'article où il y a toutes les définitions, en fait, enfin toutes les définitions, un certain nombre de définitions liées à la REP ou à la loi AGEC, et ça ne me dit rien en matière recyclée. Mais je note le point et je peux revenir. Ben oui, à ce moment-là, quand on vous fera l'envoi. La fois technique, je l'ai dit, et ça ne me dit rien. En pratique, on parle de matière recyclée post-consumer. Ça veut dire que c'est un plastique issu d'un déchet, et non pas, par exemple, des produits qui sont incorporés, mais il y a peut-être des définitions techniques qui varient selon derrière la finalité. Je n'ai pas la réponse à savoir si c'est dans la réglementation, mais je sais qu'on a mis la définition dans la modulation. Voilà, quel type de matière recyclée on va pouvoir venir considérer comme recyclée. Donc exactement comme l'a dit Sandra, typiquement des chutes de production ne sont pas considérées comme de la matière recyclée. Voilà, selon pour les critères de la modulation. Donc ça sera bien précisé dans la modulation. Après, savoir si c'est écrit noir sur blanc quelque part dans la loi AGEC, je n'ai pas non plus l'info en tête. Je pense qu'il y a bien la définition. Oui, il y a bien la définition de qu'est-ce que le recyclage. Ça, on a, mais matière recyclée. Mais c'est vrai que la loi AGEC, par contre, mentionne plusieurs fois la notion de matière recyclée, par exemple pour les plans de prévention et d'éco-conception. L'article qui parle des plans de prévention et d'éco-conception mentionne des axes et des critères qui doivent être regardés dans ce plan, dont les axes autour de l'incorporation de matière recyclée. Donc la terminologie est bien précisée dans la loi, par contre, on vérifiera s'il y a une définition officielle.
Non, parce que ouais, il y a la définition recyclage, c'est qu'effectivement l'article L541-1, mais après on peut s'en inspirer. Et après, c'est vrai qu'entre recyclage, qui est un process, on va dire, et plus la matière recyclée, qui sera un résultat, il peut avoir, mais si on va avoir des pistes, effectivement, on peut déjà regarder, vous pouvez déjà regarder la définition de recyclage à l'article L541-1. Voilà, donc on a une réponse partielle et on vérifiera, donc parce qu'il faut quand même qu'on regarde, enfin, qui le regarde. Ouais. si jamais c'est quelque part, mais a priori non, pas décrit de cette manière. Là. Écoutez, moi, je vous remercie. Alors, je sais qu'on n'a peut-être pas pu répondre à toutes les questions, mais on les a. Il y a des questions qui sont très, très spécifiques. Et je sais qu'avec Lorraine et Axel, on les reprendra pour être sûr que vous ayez vos réponses. Tout ce qui est général, on essaiera de l'ajouter donc au diaporama qui vous sera envoyé. Et de toute façon, l'enregistrement sera mis en ligne sur la plateforme écosystème, sur la plateforme YouTube dédiée à une chaîne dédiée à l'éco-conception. Je vous avais déjà mis le lien dans le chat, mais on vous renverra tout ça dans les prochains jours. En tout cas, je remercie à tous nos experts d'écosystème d'être venus aussi nombreux et d'avoir pu jouer le jeu, d'être succinct, parce que finalement, on a tenu le délai. J'étais un peu inquiet, mais on a finalement tenu. En fait, c'est peut-être ma faute, je parle trop. Voilà, donc merci à vous toutes et tous d'avoir pu témoigner ces différents points. Et on va se retrouver puisque le prochain webinaire, c'est le 7 avril prochain. On vous enverra aussi le lien d'inscription en même temps, on ne l'a pas encore généré. Et donc, a priori, ça répondra à pas mal de questions sur réparabilité et durabilité des équipements électriques en route vers le futur. On sent qu'il y a de la com, on est là avec vous. Je n'ai pas du tout validé le titre avec la com, je dois bien avouer. Je m'en doute un peu. Peut-être pas ce final. Mais vous avez le sujet. Voilà. Merci à vous toutes et tous et je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire écosystème en partenariat avec le pôle éco-conception. Au revoir. Merci. Merci à tous. Merci.